Information: le son de la vidéo est désactivé de 7 minutes 41 à 7 minutes 53. Toutefois, sur cette plage temporelle, les sous-titres prendront le relais afin de ne pas perdre le fil de la vidéo. Si je me permets de mettre les sous-titres, c'est que j'ai accès à la piste audio de cette partie. Effectivement, la piste audio de cette partie est bien présente sur la vidéo originale. Toutefois, en état imaginant sur ce passage, j'ai délibérément extrait la piste audio post-production de cette plage pour la remplacer par les sous-titres. Désolé pour la gêne occasionnée, merci de votre compréhension. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo relative aux différentes lois de la physique qui s'exercent sur un véhicule en déplacement. En effet, un véhicule a besoin d'une certaine quantité d'énergie pour aller d'un point A à un point B. Pourquoi, quand on veut acquérir une certaine vitesse, on est obligé d'accélérer fort? Pourquoi, en régime établi, on est obligé de maintenir une certaine accélération, sinon le véhicule ralentit, même si vous débrayez, que vous découplez tout, le véhicule continuera de ralentir. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi quand ça monte, on a besoin de plus d'énergie, donc d'accélérer davantage que quand ça descend? Nous allons voir ensemble la réponse à ces questions-là au travers de cette vidéo. Pour commencer, il faut savoir qu'il y a 4 variables qui justifient qu'un véhicule a besoin d'énergie pour se déplacer d'un point A à un point B. 3 sont présentes systématiquement et une est très contextuelle. Voilà. Les 3 présentes systématiquement, c'est l'énergie cinétique, la résistance du véhicule dans l'air, la résistance mécanique des pneumatiques sur la chaussée, et celle qui est très contextuelle, c'est la différence altimétrique, c'est-à-dire si le véhicule descend ou monte. Là, c'est pas forcément obligatoire que sur un trajet vous montez une côte ou vous en descendez une. Voilà. Donc commençons par la première, l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est une quantité d'énergie relative à une vitesse de déplacement et relative aussi à la masse d'un objet, à la masse d'un corps qui se déplace. C'est-à-dire que c'est une quantité d'énergie qu'un objet ou un corps a fonctionne de sa masse et de sa vitesse. Voilà. Donc par conséquent, dans la formule de l'énergie cinétique, on retrouve ces deux variables-là. La formule de l'énergie cinétique, c'est 1,5 mv carré. Avec m, la masse en kilogrammes du véhicule, et v, la vitesse à mètres par seconde au carré. Par conséquent, au travers de cette formule-là, on voit clairement que l'énergie cinétique est évolutive de façon proportionnelle à la masse du véhicule, mais n'évolue pas de façon proportionnelle à la vitesse de déplacement du véhicule, puisqu'elle évolue au carré de la vitesse de déplacement, puisqu'on a des mètres par seconde au carré. D'accord ? Donc ça, c'est très important de se mettre ça en tête, compte tenu que nous n'avons pas par conséquent, et pour exemple, le double d'énergie cinétique à 100 km/h qu'à 50, parce que ce n'est pas proportionnel à la vitesse de déplacement du véhicule, mais ça évolue au carré de la vitesse. Par contre, c'est proportionnel à la masse du véhicule. Par conséquent, un véhicule de 500 kg, par exemple, enfin, on va prendre un peu plus haut, parce que les voitures à 500 kg, il n'y en a pas à mon avis, mais du moins pas dans les voitures standards. Mais prenons par exemple un véhicule d'une tonne. Sur une voiture d'une tonne, on a une énergie cinétique X fonction d'une vitesse Y. Si on conserve cette vitesse Y avec un véhicule de 2 tonnes, on aura 2 fois plus d'énergie cinétique qu'avec un véhicule d'une tonne. Parce que ça évolue de façon proportionnelle à la masse du véhicule, mais pas de façon proportionnelle à la vitesse de déplacement du véhicule. Ça, c'était le premier point, l'énergie cinétique. Le second point, c'est la résistance mécanique du véhicule dans l'air. Effectivement, là autour de nous, il y a de l'air. Il y a de l'air. Quand un véhicule se déplace dans l'air, quand vous vous déplacez dans l'air, même à pied, physiquement, vous le ressentez quand vous courez, vous avez un flux d'air, du vent. En fait, c'est vous qui créez indirectement du vent, puisque vous poussez l'air et non pas le vent qui vous pousse quand vous courez. Un véhicule, c'est pareil. Quand il se déplace dans l'air, il faut qu'il pousse cet air, il faut qu'il le chasse sur son passage. Et là également, on va traduire une quantité d'énergie fonction d'une distance et d'une force, parce qu'il faut savoir que initialement c'est une force. Autant tout à l'heure dans l'énergie cinétique, on avait vraiment une quantité d'énergie relative à la différence bien sûr entre une vitesse nulle et la vitesse de pointe de consigne. Autant là, dans le cas de la résistance mécanique d'un véhicule dans l'air, on a initialement une force. C'est une force qui fonctionne d'une unité de distance, devient une quantité d'énergie. D'accord ? Donc là, on a une force initialement, traduite par la formule 1,5 ρ v carré SCX. Alors on va détailler ça, on va rentrer un peu plus en détail dans tout ça, parce que de but en blanc comme ça, voilà, ça peut être à la fois simple et ambigu. Donc détaillons tout ça. 1,5, bon voilà. Rho c'est la masse volumique de l'air, qui est de en moyenne 1,2 kg par mètre cube. Bien sûr ça c'est évolutif en fonction du contexte, mais d'une façon générale, pour simplifier le calcul, sauf mentionné, on prend pour hypothèse 1,2 kg par mètre cube qui est le standard.
Donc ça c'est ρ. V de nouveau la vitesse à mètres par seconde au carré, puisque là on est au carré, donc c'est V carré. Rho, V carré. S c'est la surface frontale du véhicule qui va être en contact direct avec l'air. Et Cx c'est son coefficient d'aérodynamisme. Donc voilà, donc reprenons le SCX. Par exemple, vous regardez un véhicule de face, vous avez une surface frontale en contact direct avec l'air, voilà, qui est donc le pare-brise, la surface relative par rapport au pare-brise, au moteur, tout ça là, au rétroviseur et tout, voilà. Et après, vous avez son coefficient d'aérodynamisme, le Cx, qui lui tient compte, est un coefficient comme ça l'indique, et qui va tenir compte de l'angularité du véhicule pour corriger tout ça. Donc par exemple, on va prendre deux exemples, on va prendre un camion par exemple, un camion il va avoir un SCX très défavorable parce qu'il y a une surface très importante, frontale en contact direct avec l'air, et un CX aussi très élevé qui va être très défavorable, très proche de l'œil, car effectivement un camion quand on le regarde de face c'est quasiment un mur, on a très peu d'angularité. Un camion vu de face c'est vraiment, voilà, on a de l'angularité un petit peu sur les rétroviseurs et tout ça, ou sur le haut, mais c'est pas très important. Donc on a un CX qui va être très élevé, et par conséquent on va avoir un SCX qui va être très élevé, et donc une force nécessaire encore plus importante forcément. Que par exemple avec une voiture, c'est que là avec une voiture, prenons pour exemple ma voiture préférée toutes marques et modèles confondus, qui est la Lamborghini Aventador SVJ. Si on regarde une Lamborghini Aventador SVJ de face, on se rend compte effectivement que déjà elle n'a pas une très grande surface de contact direct avec l'air, et qu'en plus de ça, son aérodynamisme est très travaillé. Il y a une courbure très incisive qui permet vraiment un passage dans l'air très pertinent et très performant. Donc par conséquent, sur la Lamborghini Aventador SVJ par exemple, on va avoir un CX très faible et un S pas très élevé aussi, donc on va avoir un SCX qui va être assez faible, qui va permettre un aérodynamisme et par conséquent un comportement beaucoup plus sportif. Voilà ce qui concerne donc cette formule. Alors des fois certains constructeurs donnent directement le SCX, d'autres donnent le S et le CX à part, mais il faut savoir que voilà, le véhicule quand il est en mouvement, quand il se déplace, par exemple je dis n'importe quoi, mais à 90 km/h, il se déplace à 90 km/h, il a besoin d'une force à l'instant T pour pousser cet air, une force qui fonctionne d'une distance en mètres donnera une quantité d'énergie. Voilà, donc on a la formule très simple, F relative donc à la résistance mécanique du véhicule dans l'air, qui est égale à 1,5 ρ V carré SCX. Voilà ce qui concerne la résistance mécanique du véhicule dans l'air, qui est la seconde variable. Nous allons maintenant nous intéresser à la troisième variable. La troisième variable, elle, est relative au frottement des pneumatiques sur la chaussée. Effectivement, alors là, la gravité intervient. Il faut savoir que voilà, nous, on est elle nous plaque au sol. Alors avant de se lancer dans l'explication de la résistance mécanique des pneumatiques sur la chaussée, qui est la troisième variable, nous allons nous intéresser assez sommairement à la gravité. Ça m'intéresse de vous en parler quelques instants, parce que la gravité, vectoriellement représentée, c'est l'opposé d'une force, parce qu'une force, ça pousse, la gravité, ça attire. Alors qu'est-ce qu'est concrètement la gravité? Alors je ne vais pas me lancer dans des explications très poussées pour éviter de surcharger la vidéo. Le but c'est pas de vous en mettre plein la tête, je vais essayer d'être très simple. Néanmoins, si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner sur les travaux relatifs à la relativité générale d'Albert Einstein qui traitent de la gravité. Voilà, alors la gravité, pour faire simple, c'est une déformation de l'espace-temps. Il faut voir l'espace schématiquement représenté, modulairement représenté dans votre tête, comme un truc, voilà, où c'est que dedans on y rajoute un objet, par exemple la Terre. Et bien, à l'endroit où on rajoute cette fameuse Terre, cet espace-temps, les courbures de l'espace-temps se déforment à l'endroit où on rajoute cette fameuse Terre. Cette déformation relative à cette intrusion au milieu de cet espace-temps crée donc une déformation qui crée cette fameuse gravité. Donc la gravité, c'est une déformation de l'espace-temps relatif à la présence d'un corps physique dans ce fameux espace-temps. Voilà, ça c'est vraiment voilà, synthétisé. Hein, voilà. Donc la gravité c'est ça, et je vous invite à regarder les travaux relatifs à la relativité générale d'Albert Einstein qui traitent de la gravité et qui sont à mon sens très intéressants. Donc maintenant nous allons nous intéresser à cette fameuse troisième formule. Donc effectivement la voiture elle est comme nous, elle est plaquée au sol parce que la gravité la pousse, ou du moins plutôt pardon, l'attire hein, vers la Terre. Voilà. Donc la voiture est plaquée au sol sur la route, et heureusement d'ailleurs, sinon elle flotterait petit coup fin. Hein. Nous aussi, heureusement qu'on est là, qu'on est maintenu sur Terre grâce à la gravité. C'est cette fameuse gravité qui permet aussi à la Terre de continuer à tourner autour du Soleil sans s'éloigner partout et ailleurs et n'importe où dans l'espace.
C'est cette gravité qui permet à la Lune, pareil, de tourner, afin d'avoir une certaine position par rapport à la Terre et de ne pas aller partout dans l'espace. Cette fameuse gravité qui permet de maintenir cette attraction, qui permet de maintenir ces corps massifs dans l'espace à une certaine distance les uns des autres par rapport justement à l'attraction qu'ils exercent les uns sur les autres. Bien, et du coup les pneumatiques ont une résistance mécanique sur la chaussée, fonction certes de la gravité, fonction de la masse du véhicule et fonction d'un coefficient de résistance au roulement donné par le constructeur. Par conséquent, on peut établir la formule F, puisque c'est une force initialement qui fonctionne à une distance, donnera une quantité d'énergie, F égale mg CRR, avec m la masse du véhicule en kg, g la gravité qui vaut initialement 9,81 m/s² sur Terre aux conditions normales, et CRR qui est le coefficient de résistance au roulement du pneumatique donné par le constructeur du pneumatique. Alors cette formule est très bien, on voit clairement que la force est directement proportionnelle à la gravité, à la masse du véhicule et au coefficient de résistance au roulement du pneumatique, des pneumatiques, mais à mon sens elle manque un tout petit peu de précision. Elle est juste, mais elle manque de précision, car à mon sens il faudrait penser à rajouter quelques variables qui selon moi sont non négligeables, telles qu'un coefficient relatif au type de revêtement et un coefficient relatif à la température par exemple, parce que un pneumatique en fonction de la température ne va pas avoir du tout le même comportement en haute température qu'en basse température. En haute température par exemple la gomme va adhérer davantage parce qu'elle sera plus tendre, mais va par conséquent augmenter la force. En basse température, par contre, la gomme adhérera moins, par conséquent, elle va diminuer la force de la résistance au roulement. Bien, tout ça, voilà, à mon avis, ça devrait être retravaillé, je m'entends, je ne remets pas en cause la formule qui est juste d'ailleurs, mais ça devrait être plus précis si on rajoute des coefficients majorateurs ou pondérateurs relatifs à la température et relatifs également et surtout au type de revêtement, parce que si vous faites de l'off-road et si vous roulez par exemple dans du sable, vous n'aurez pas du tout besoin de la même force pour la même distance que si vous vous déplacez sur une route goudronnée. Et sur la route goudronnée, sur une nationale par exemple, la résistance est encore différente que celle qu'il y a sur un circuit, parce que le type de revêtement est différent. Donc ça manque selon moi un petit peu de précision. Mais nous ne sommes pas là pour chipoter, nous ne sommes pas là pour chercher la petite bête. Voilà, la formule initiale brute, c'est F égale mg CRR. Voilà, tout simplement. Qui a pris bien sûr pour avoir une quantité d'énergie, on va chercher une distance, et qui fonctionne la distance va donner une quantité d'énergie. Voilà ce qui concerne donc la résistance des pneumatiques sur la chaussée, qui était la troisième variable systématique. Maintenant, on va s'intéresser à la quatrième variable, qui est beaucoup plus contextuelle, c'est la différence altimétrique. Alors là, on ne parle plus de force, on parle carrément et directement d'une quantité d'énergie que le véhicule a besoin pour combattre une différence altimétrique. C'est-à-dire qu'on part d'un point A vers un point B qui n'est pas à la même hauteur, et par conséquent, pour monter cette hauteur, il va falloir combattre la gravité. Et pour combattre la gravité, on a besoin d'une certaine quantité d'énergie. Alors bien sûr, si vous montez, ça va donner un résultat théoriquement positif. Si vous descendez, on va avoir une différence altimétrique delta H en négatif, donc ça donnera un résultat théoriquement négatif. Mais bon, voyons ça en valeur absolue, parce que quoi qu'il en soit, c'est une quantité d'énergie qui est mise en jeu, soit que vous donnez, soit que vous récupérez. Donc voyons ça en valeur absolue. Donc là, la formule est très simple. E égale mg delta H, donc on retrouve comme pour mg CRR pour la force relative à la résistance au roulement, on retrouve dans le calcul de l'énergie relative à une différence altimétrique, on retrouve ce fameux mg, la masse du véhicule et la gravité qui, je le rappelle, vaut 9,80 m/s² pour la gravité, et delta H qui est donc la différence altimétrique entre le point A et le point B, qui est une valeur en mètres. Attention à l'équation aux unités également, ne vous trompez pas, c'est en mètres qu'il faut le mettre. Donc voilà, donc là effectivement on calcule une énergie relative et proportionnelle à la masse du véhicule, à la gravité et à la différence d'auteur. Bien, maintenant que nous venons de voir ensemble les quatre variables, 3 systématiques et une contextuelle, qui justifient une quantité d'énergie pour déplacer le véhicule d'un point A à un point B, on va parler de rendement global du véhicule et on va parler d'énergie finale et d'énergie initiale. Il faut savoir que ces quatre variables-là justifient l'énergie finale du véhicule, c'est-à-dire ce que les roues vont transmettre sur la chaussée, mais pas l'énergie initiale. La quantité d'énergie absorbée par le véhicule est bien plus grande, tout simplement parce qu'entre-temps, il y a des pertes énormes, liées déjà au principe de fonctionnement du bloc moteur, qui, de par son principe de fonctionnement thermique, a un rendement qui n'est pas optimal et qui libère plus de la moitié de l'énergie sous forme calorifique et non mécanique.
Par conséquent, on a un rendement moteur qui n'est pas optimal. Après, on a le rendement du système de transmission, la boîte Paty-Couffin qui là aussi n'est pas optimale. Et ensuite de ça, le véhicule consomme de l'électricité, consomme de l'énergie pour ses équipements électroniques et pour ses divers accessoires tels que les lumières, enfin les phares, tels que voilà, la climatisation quand elle est en fonctionnement, tout ça. Et tout ça rentre en compte, bien sûr, dans le rendement global du véhicule. Alors pour ce faire, on a besoin, pour calculer le rendement global du véhicule, on a besoin de l'énergie initialement consommée par le véhicule et de l'énergie finale. L'énergie finale, j'ai envie de dire, on l'a déjà, compte tenu que c'est au travers des 4 variables que nous avons vues précédemment qu'on la quantifie. Et en ce qui concerne l'énergie initiale, c'est très simple, c'est beaucoup plus simple que les 4 autres variables. Pour ce faire, il suffit simplement de regarder la quantité de carburant consommé sur un trajet et de regarder le pouvoir calorifique du carburant utilisé. Par exemple, je vais vous prendre un exemple, j'utilise un véhicule diesel, je fais 200 km avec une consommation moyenne de 5 litres 100. Par conséquent, 5 litres 100 sur 200 km, ça fait le double, puisque le double de 100 km, son double c'est 200. Donc 5 litres 100 fois 2, pour avoir litres pour 200 km, ça va donner donc 10 litres. 10 litres de carburant consommé pour un trajet de 200 km. Alors j'utilise du diesel. Le diesel a un pouvoir calorifique, un pouvoir énergétique de 10,5 kWh par litre. L'essence c'est un peu moins, il me semble que c'est 9,5 ou 9,7 kWh par litre. Mais voilà, donc je prends du diesel à 10,5 kWh par litre. Donc 10,5 fois 10, ça fait donc 105. 105 kWh d'énergie initiale. Oui, initiale. Ça c'est bien l'énergie initiale. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On veut calculer le rendement global. Eh bien, on fait énergie finale divisé par énergie initiale. Comme on divise un chiffre plus petit que l'autre, on va obtenir une valeur inférieure à 1. Par exemple, si je divise 30 divisé par 105, on va dire que sur le besoin de l'énergie finale, j'ai trouvé 30 kWh, je vais diviser 30 par 105. Ça va donner quelque chose qui est inférieur au tiers à peu près. Donc on va se retrouver sur justement du entre 27 et 32, j'ai envie de dire, %. Donc ça va faire un résultat inférieur à 1, 0,27 ou entre 0,27 et 0,32. Je vais calculer avec vous. Excusez-moi, je couperai au montage je pense. Ouais, ça fait 0,285. Donc ça fait 0,285 de rendement, 0,285. Ça fait, quand on est sur une base de 100, donc par conséquent multiplié par 100, 28,5% de rendement global. Ce qui est, à mon sens, à peu près cohérent sur un véhicule thermique. Voilà. Voilà ce qui concerne les 4 variables qui s'exercent sur un véhicule en mouvement et qui justifient sa consommation d'énergie pour aller d'un point à un point B. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la partager. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.